oncle m'avait confié sa maison pendant son voyage en Europe. Un mois entier à East Brisbane, dans cette grande demeure victorienne un peu décrépite mais pleine de charme. Il m'avait simplement dit « Prends soin de l'endroit, et surtout, n'ouvre pas à n'importe qui ». J'avais ri à l'époque. Je veux dire, qui viendrait frapper à la porte d'une vieille maison à moitié cachée derrière des arbres centenaires. La première semaine s'est déroulée sans encombre. La maison était immense, presque trop pour une seule personne. 3 chambres à l'étage, un salon au plafond haut, des vitres colorées qui jetaient des ombres étranges sur les murs au coucher du soleil. Il y avait aussi ce vieux piano que personne ne jouait depuis des années, toujours désaccordé mais curieusement fascinant. La nuit, le bois de la maison craquait. Les murs semblaient respirer doucement, comme s'ils avaient une mémoire. Je dormais dans la chambre du fond, celle qui donnait sur le jardin envahi par les mauvaises herbes. Je me souviens d'un matin, en ouvrant les rideaux, j'ai cru voir une silhouette immobile près du vieux citronnier. Mais il n'y avait rien. Juste un courant d'air froid qui s'est glissé dans la pièce. Les voisins étaient rares dans cette rue, et aucun ne m'avait adressé la parole. Un jour, j'ai croisé une vieille femme en train de balayer son perron. Elle m'a fixé un instant, puis a murmuré quelque chose en détournant les yeux. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Peut-être parlait-elle à elle-même. Peut-être pas. J'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas. Que cette maison ne voulait pas qu'on la dérange. Mais à 20 ans, on pense que rien ne peut nous arriver. Alors, quand mes amis ont proposé qu'on fasse une petite soirée tranquille, j'ai dit oui sans hésiter. C'était censé être une soirée entre amis, juste 5 ou 6 personnes, rien d'extravagant. J'avais prévenu qu'on devait respecter l'endroit, que c'était la maison de mon oncle, pas une salle de concert. Mais à peine avais-je envoyé les messages que l'un de mes potes, Tom, a eu la brillante idée de publier l'adresse dans un groupe local sur une appli. Plus on est de fous, plus on rit, a-t-il dit en riant. Je n'ai pas vraiment réagi. Je pensais que personne ne viendrait. Je me suis trompé. Vers 22 heures, les gens ont commencé à arriver. D'abord 2 ou 3 visages inconnus, puis une dizaine, puis une trentaine. En moins d'1 heure, la maison était envahie. Ils avaient ramené des enceintes, de l'alcool, de quoi fumer. Certains dansaient dans le salon, d'autres se baignaient tout habillés dans la piscine. Le sol collait sous les pieds, des verres se brisaient, des rires éclataient dans toutes les pièces. J'ai perdu le contrôle presque immédiatement. Je me souviens avoir traversé le couloir en cherchant désespérément quelqu'un que je connaissais. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. En haut de l'escalier, debout dans l'ombre, il y avait une fille. Elle ne bougeait pas, elle ne souriait pas, elle ne faisait rien d'autre que me fixer. Je me suis figé, un frisson glacé m'a parcouru la nuque. Je me suis dit que c'était sans doute une des invitées, mais il y avait quelque chose de dérangeant chez elle. Comme si elle n'avait pas sa place ici. Quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Je me suis dit que j'étais fatigué, que la foule, la musique, le stress m'avaient joué un tour. Mais au fond de moi, une alarme s'était déclenchée. Et même si la fête battait son plein, quelque chose avait changé dans l'air. Quelque chose de lourd, de malsain. Aux alentours de minuit, l'ambiance avait basculé. La musique était toujours aussi forte, mais les rires s'étaient faits plus nerveux. Les gens commençaient à se disputer pour des broutilles, certains s'enfermaient dans des pièces, d'autres vomissaient dans le jardin. Je circulais entre les invités, tentant de faire évacuer ceux qui semblaient trop ivres ou trop agités, mais personne ne m'écoutait vraiment. La maison vibrait, presque comme si elle était vivante et en colère. Puis, sans prévenir, les lumières se sont éteintes. Un hurlement a traversé le salon, suivi d'un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd venait de tomber à l'étage. Plusieurs personnes ont sorti leur téléphone pour éclairer la pièce, mais l'ambiance avait changé du tout au tout. Les rires avaient disparu, remplacés par un silence tendu. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange d'humidité, de bois brûlé et de métal. Quelqu'un a crié qu'il fallait sortir. On s'est tous dirigés vers la porte d'entrée verrouillée. Impossible de tourner la clé, comme si la serrure avait été soudée de l'intérieur. Un garçon a tenté de casser une fenêtre avec une chaise, mais le verre n'a même pas tremblé. C'était comme si la maison refusait de nous laisser partir. Puis les ombres ont commencé à bouger. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y avait aucun courant d'air, aucune lumière vacillante, et pourtant, certaines formes dansaient sur les murs, glissaient au plafond, passaient derrière nous sans jamais se montrer. Une fille s'est mise à pleurer, répétant qu'elle entendait des voix dans les murs. Un autre disait qu'il avait vu quelqu'un rampant au plafond. Je suis monté à l'étage pour chercher de l'aide ou un téléphone, n'importe quoi. Et là,
Dans le couloir sombre, je l'ai revue. La fille. Toujours immobile, toujours silencieuse, au même endroit que tout à l'heure. Sauf que cette fois, elle souriait. Un sourire vide, figé, inhumain. Quand les policiers sont finalement arrivés, il était près de 4 heures du matin. L'un des voisins, réveillé par les cris, avait appelé les secours, mais même eux ont mis un temps étrange à trouver la maison, comme si elle s'était dissimulée derrière la brume et les arbres. Ils ont trouvé la maison dans un état de destruction totale. Les meubles étaient éventrés, les matelas trempés flottaient dans la piscine, les murs portaient des marques noires, comme si on les avait griffés avec des ongles sales. Des objets cassés jonchaient le sol, mais ce qui les a le plus perturbés, ce furent les symboles. Des dizaines de symboles avaient été tracés sur les murs, les portes, même au plafond. Certains gravés, d'autres dessinés avec ce qui semblait être du sang. Personne ne pouvait expliquer qui les avait faits, ni comment. Les invités encore présents étaient en état de choc, certains catatoniques, d'autres hurlant qu'ils voulaient qu'on les laisse partir, même s'ils étaient déjà dehors. Quant à moi, je ne me souviens plus très bien de ce moment. J'étais assis sur les marches du perron, incapable de parler, les mains couvertes de suie et de griffures. J'ai seulement murmuré à un officier. Elle était là. Elle ne voulait pas qu'on vienne. Mais ils n'ont pas compris. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai tenté de rationaliser ce qui s'était passé. Dire que c'était de la drogue, une sorte de délire collectif, un accès de violence juvénile. Mais chaque nuit, je me réveillais en sueur, avec le même cauchemar. Cette fille, figée en haut de l'escalier, qui me regardait et dont le sourire s'élargissait à mesure que je tentais de fuir. La maison a été mise en vente 2 semaines plus tard. Personne ne voulait la racheter. Même les agences immobilières refusaient de la représenter. Les rares curieux qui s'en approchaient disaient tous la même chose, on se sent observé. 1 ou 2 visiteurs ont même affirmé avoir entendu des pas à l'étage, alors que la maison était vide. Mon oncle, de retour de voyage, a refusé d'y remettre les pieds. Il a simplement récupéré quelques affaires et m'a dit, sans me regarder dans les yeux, « Ce que vous avez réveillé là-bas ne s'endormira plus jamais. » Depuis, il vit dans un autre état, et je n'ai plus eu de nouvelles. Moi, j'ai déménagé. Je ne sors presque plus. J'ai essayé d'en parler à un psy. Mais comment raconter quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même? Comment expliquer qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je la vois encore? Qu'il m'arrive de sentir son parfum, ce mélange de cendres et de vieille terre, dans des endroits où je suis seul? Il y a quelques jours, j'ai reçu un message anonyme. Pas de nom, pas de numéro. Juste une phrase, écrite en lettres capitales. Tu la laissé entrer. Alors si tu lis ça, et qu'un jour on te propose de garder une vieille maison, même pour quelques jours, refuse. Et surtout, n'organise jamais de fête. Je m'appelle Nacho. Je suis créateur de contenu et voyageur passionné par les lieux étranges, oubliés ou carrément effrayants. Mon objectif? Explorer des endroits hors du commun, souvent chargés d'histoires sombres, et partager ces expériences avec mon audience. C'est dans cette démarche que j'ai décidé de passer 1 mois en Corée du Sud, un pays qui m'a toujours fasciné par ses contrastes entre tradition et modernité et ses nombreuses légendes urbaines. Au lieu de loger dans un hôtel classique, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Sur un site local de location, je suis tombé sur une maison qui semblait parfaite, ancienne, avec une architecture traditionnelle coréenne située à la périphérie d'un petit village non loin de Jeonju. Le prix était ridiculement bas. Une partie de moi trouvait ça étrange, mais une autre y voyait l'opportunité rêvée. Le propriétaire m'avait juste prévenu que la maison n'était pas beaucoup utilisée et qu'elle pouvait être un peu froide la nuit. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite été frappé par l'atmosphère. C'était calme, trop calme. Pas un bruit de voiture, pas de voisins visibles, rien que des arbres, du vent et cette maison figée dans le temps. Les murs en pierre, les portes coulissantes en bois, les lanternes suspendues, tout semblait intact, comme si personne n'y avait habité depuis des années, mais que tout avait été préparé spécialement pour moi. Les premiers jours se sont passés sans incident. J'en profitais pour filmer la maison, explorer les alentours et partager mes impressions sur mes réseaux. Pourtant, chaque nuit, je ressentais une drôle de sensation, comme si la maison m'observait. Je mettais ça sur le compte du décalage horaire ou de mon imagination, jusqu'à ce qu'une amie coréenne, Yejin, tombe sur l'une de mes stories Instagram. Elle m'a envoyé un message immédiatement. « Tu peux m'appeler? C'est urgent. Cette maison, tu ne devrais pas être là. »
Je l'ai appelé tout de suite, un peu intrigué mais surtout curieux. Yejin avait l'air tendu, presque paniqué. Sa voix tremblait légèrement au téléphone. « Nacho, écoute-moi bien, dit-elle. Cette maison, tu sais où tu es exactement ?» Je lui ai expliqué ce que je savais, que je l'avais trouvée sur un site de location, qu'elle appartenait soi-disant à une famille qui vivait désormais à Séoul et qu'elle était vide depuis un moment. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis elle a repris, plus grave. « Cette maison est connue ici. Les anciens du village l'appellent la maison qui mange les prières. » Je n'ai pas su quoi répondre. C'était à la fois étrange et fascinant. Elle a continué. Dans les années 80, un groupe s'est installé là pour pratiquer des rituels d'invocation. Ce n'étaient pas des chamans officiels, pas des mudants. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Les habitants disaient qu'ils sacrifiaient des animaux, qu'ils écrivaient des sorts avec du sang sur du papier jaune, qu'ils invoquaient des esprits pour obtenir du pouvoir ou de la vengeance. Je me suis figé. C'était exactement ce que je cherchais d'habitude dans mes explorations. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une rumeur lointaine. J'étais littéralement assis à l'intérieur de cette maison pendant qu'elle me racontait ça. Ils ont fini par disparaître, ajouta-t-elle. Un jour, ils ont tous quitté les lieux. La police est venue, mais n'a jamais rien révélé. Depuis, personne ne veut y vivre. Certains disent qu'on y entend encore des murmures. D'autres affirment que des gens sont devenus fous après y avoir passé une nuit. J'ai essayé de plaisanter pour alléger l'atmosphère, mais elle m'a coupé net. Nacho, je suis sérieuse. Si tu vois des papiers jaunes accrochés dans la maison, surtout, ne les touche pas. Je lui ai promis de faire attention, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas prêt à partir. Au contraire, j'étais maintenant obsédé par l'idée de découvrir ce que cette maison cachait vraiment. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Les mots de Yejin résonnaient dans ma tête comme un écho sourd. J'ai laissé toutes les lumières allumées, même dans les pièces où je ne mettais jamais les pieds. Vers 3 heures du matin, j'ai cru entendre un léger grincement au-dessus de moi, comme si quelqu'un marchait lentement dans le grenier. Mais je savais qu'il n'y avait pas de grenier, seulement un vieux plafond en bois. J'ai éteint ma caméra, pris une grande inspiration, et je me suis convaincu que c'était le bois qui travaillait. Le lendemain, poussé par une sensation étrange, j'ai commencé à fouiller plus attentivement la maison. Et c'est là que je les ai trouvés. Derrière une armoire que j'avais déplacée pour brancher un câble, il y avait un petit morceau de papier plié, cloué au mur. Jaune, presque fané. Des symboles écrits à la main, dans une encre épaisse et brunâtre. Je n'ai pas eu besoin d'y goûter pour deviner ce que c'était. Du sang. Je me suis mis à chercher ailleurs, et j'en ai trouvé d'autres. Sous une latte du plancher de la cuisine. Derrière une poutre du salon. Même dans la salle de bain, collée à l'intérieur du meuble sous le lavabo. Tous identiques. Du papier jaune, des caractères coréens écrits au sang, et parfois, un petit symbole au centre, comme un œil ouvert ou une bouche cousue. Depuis cette découverte, l'atmosphère de la maison a changé. Le silence n'était plus le même. Il était lourd, compressant. J'entendais des choses. Des petits chuchotements derrière les murs, des bruissements dans les coins où il n'y avait rien. Un soir, alors que je filmais un plan en extérieur, j'ai cru voir une silhouette immobile dans l'embrasure de la porte. Quand je suis retourné vérifier, il n'y avait personne. Puis il y a eu cette odeur. Subtile au début, comme du métal chauffé. Mais elle devenait de plus en plus forte, surtout dans la chambre. Une odeur de sang et de terre humide, qui semblait s'infiltrer dans mes vêtements, mes draps, mes rêves. Et justement, mes rêves, ils ont commencé à changer. Chaque nuit, je me retrouvais dans cette même pièce, mais avec des murs vivants, respirant. Quelqu'un, ou quelque chose, me regardait dans l'ombre. Je me réveillais en sursaut, couvert de sueur, le cœur battant à toute vitesse. Et parfois, j'avais l'impression que le rêve n'était pas tout à fait terminé. Que quelque chose avait traversé avec moi. Je ne savais plus faire la différence entre le réel et ce que mon esprit, peut-être, inventait. J'ai essayé d'ignorer les papiers, de les éviter, comme Yejin me l'avait conseillé. Mais l'envie de comprendre, de savoir ce que signifiaient ces symboles, devenait une obsession. Alors une nuit, je me suis laissé emporter. J'ai décroché l'un des papiers du mur derrière la poutre, celui avec l'œil ouvert. Dès que je l'ai touché, j'ai ressenti un frisson glacial me traverser la colonne vertébrale. J'ai entendu un craquement, comme si la maison respirait profondément pour la première fois depuis longtemps. Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé sur le sol, sans savoir combien de temps j'étais resté inconscient. Il faisait jour,
mais la lumière avait une teinte étrange, comme si elle passait à travers un filtre gris. Mon cou me faisait mal. En me regardant dans le miroir, j'ai vu des marques rouges, comme des griffures, autour de ma gorge. Je ne me souvenais de rien. Mais dans mon esprit, une phrase résonnait, en boucle, dans une voix qui n'était pas la mienne. Tu n'aurais pas dû toucher. J'ai vérifié mes caméras. Une seule avait filmé cette nuit-là. Sur l'enregistrement, on me voyait dormir paisiblement. Puis, à un moment donné, une silhouette se glisse dans la pièce. Elle est accroupie, presque désarticulée, le visage caché par des cheveux noirs et humides. Elle reste là, immobile, à moins d'un mètre de moi. Et soudain, elle tourne lentement la tête vers la caméra. Le plus terrifiant, à ce moment précis, mes yeux s'ouvrent dans le lit. Mais je ne bouge pas. Je reste allongé, le regard vide, comme si quelque chose d'autre habitait mon corps. J'ai envoyé la vidéo à Yejin. Elle m'a rappelé quelques heures plus tard, accompagnée d'un vieil homme qu'elle appelait le dernier qui sait encore. Il refusait catégoriquement de venir sur place. Il a simplement demandé, il a touché les talismans. Yejin a répondu que oui. Il a alors fermé les yeux un long moment, avant de murmurer. Alors, elle ne le laissera pas partir. Cette nuit-là, j'ai dormi habillé, mes valises prêtes, mes caméras rangées. Quelque chose me disait que je ne devais pas rester une nuit de plus. J'avais décidé de partir à l'aube, de quitter cette maison maudite sans me retourner. Mais la maison, elle, avait d'autres plans. Aux alentours de minuit, j'ai été réveillé en sursaut par un bruit sourd, comme si quelque chose avait heurté violemment la porte d'entrée. Puis un deuxième coup, et un troisième. Je suis resté figé, la respiration coupée, pendant que ces coups se transformaient en battements rythmés, presque cérémoniels. En m'approchant de la fenêtre, j'ai senti une panique viscérale monter en moi. Ils étaient là, des silhouettes encapuchonnées, alignées devant la maison. Certaines tenaient ce qui ressemblait à des chandelles, d'autres, des carcasses de poulet, éventrées, encore dégoulinantes. Ils chantaient, une litanie gutturale, en coréen ancien, que je ne comprenais pas, mais qui glaçait le sang. Une voix, plus grave que les autres, menait la cérémonie. Et puis, l'un d'eux a levé la tête. Je n'oublierai jamais ce regard. Il me voyait. Il savait que j'étais là. Et il a souri. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris mon sac, ouvert la porte arrière, et couru à travers les bois. Je suis tombé, je me suis relevé, je me suis griffé les bras sur les branches basses. Mais je n'ai pas arrêté de courir. Derrière moi, les chants résonnaient encore, de plus en plus fort, ou alors, ils résonnaient en moi. J'ai atteint la route principale au lever du jour. Un chauffeur de bus m'a pris en stop jusqu'à Séoul. J'étais couvert de boue, tremblant, incapable de formuler une phrase cohérente. Quand j'ai voulu signaler la maison à la police, ils m'ont regardé avec une expression figée, puis m'ont dit que cette adresse n'existait pas dans le registre. Pire encore, l'agence de location m'a répondu que personne n'avait loué cette propriété depuis plus de 10 ans. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vécu. Et parfois, la nuit, quand tout est silencieux, j'entends encore les chants. Comme si quelque chose, quelque part, me cherchait encore. Comme si je n'étais jamais vraiment parti. Nous sommes arrivés à Londres un mardi soir, après un vol long et fatigant. Mon petit ami, Taylor, devait participer à un tournoi de tennis, alors nous avions décidé de louer un appartement sur Airbnb pour avoir un peu plus d'intimité qu'à l'hôtel. L'endroit semblait parfait sur les photos, spacieux, moderne, situé dans un quartier résidentiel calme, à une quinzaine de minutes du centre-ville. Dès notre arrivée, j'ai senti quelque chose d'étrange. L'hôte n'était pas là pour nous accueillir, mais avait laissé les clés dans une petite boîte avec code à l'entrée du bâtiment. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, une odeur inhabituelle m'a frappé. Ce n'était pas forcément désagréable, mais ça sentait l'humidité, le renfermé, comme si le lieu n'avait pas été aéré depuis longtemps. Pourtant, tout semblait propre. Trop propre, en fait. Les draps étaient bien tendus, les coussins parfaitement alignés, mais j'avais cette impression dérangeante que quelqu'un avait quitté les lieux juste avant nous. En posant ma valise près du canapé, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé un peu le sang. La chaîne de sécurité de la porte principale était accrochée, mais très légèrement tordue, comme si on avait tenté de la forcer. Je n'ai rien dit à Taylor sur le moment, pensant que j'étais simplement fatigué et paranoïaque. Plus tard, dans la chambre, en défaisant les draps du lit, j'ai trouvé un long cheveu noir sur l'oreiller. Je suis blonde, Taylor aussi. Ça ne pouvait pas être à nous. J'ai montré ça à Taylor en plaisantant.
On dirait qu'on a des colocataires invisibles. Il a ri, m'a embrassé et m'a dit que je regardais trop de films d'horreur. Peut-être qu'il avait raison. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. La première nuit, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Le décalage horaire, l'excitation du voyage, peut-être aussi ce malaise diffus que je n'arrivais pas à expliquer. Je me suis tourné et retourné pendant ce qui m'a semblé être des heures, pendant que Taylor dormait profondément à mes côtés. Vers 3 heures du matin, alors que j'étais enfin sur le point de m'endormir, un bruit sec m'a fait sursauter. C'était faible, presque imperceptible, mais suffisant pour me réveiller en alerte. J'ai retenu mon souffle. Le son venait de la porte d'entrée. Un cliquetis, comme si quelqu'un manipulait doucement la poignée. Je me suis levé sans bruit, pieds nus sur le parquet froid, et j'ai avancé jusqu'au couloir plongé dans l'obscurité. La porte d'entrée était bien fermée, mais la chaîne, elle bougeait légèrement, oscillant comme si elle avait été effleurée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai regardé par le judas, rien. Personne. Juste l'ombre immobile du couloir désert. Je suis resté là, figé, pendant une bonne minute, écoutant le silence. Puis je suis retourné dans la chambre. Taylor s'est réveillé à ce moment-là, m'a demandé ce que je faisais debout. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu, mais il m'a rassuré à moitié endormi. C'est sûrement le bois de la porte qui travaille. Ou le vent. J'ai hoché la tête, mais quelque chose en moi refusait d'y croire. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas le bois. Ce que j'avais entendu, c'était une tentative, douce, discrète, d'ouvrir cette porte. Et la manière dont la chaîne avait bougé, comme si quelqu'un testait nos défenses. La nuit suivante, j'ai eu beaucoup de mal à fermer l'œil. J'avais passé la journée à tenter de me convaincre que j'avais rêvé, que j'étais trop stressé, mais au fond, je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Avant d'aller dormir, j'ai vérifié chaque pièce de l'appartement, j'ai fermé toutes les fenêtres et j'ai accroché moi-même la chaîne de sécurité à la porte, m'assurant qu'elle était bien enclenchée. Vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par un nouveau bruit. Cette fois, c'était plus fort, plus affirmé. Pas un simple cliquetis, mais le son d'une clé qu'on introduit dans une serrure. J'ai bondi hors du lit, le cœur battant à tout rompre, et je me suis précipité dans le couloir. Taylor s'est levé aussi, encore groggy, et m'a suivi. Quand on est arrivé à la porte d'entrée, j'ai senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. La poignée était légèrement abaissée. J'ai regardé la chaîne, et mon sang s'est glacé. Elle n'était plus là. Pas cassée. Pas pendante. Elle avait tout simplement disparu. Je me suis agenouillé, j'ai cherché autour de la porte, rien. Pas de vis au sol, pas de morceaux de métal. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Taylor, de plus en plus inquiet, a tenté de me calmer, mais je voyais dans ses yeux qu'il commençait lui aussi à sentir le danger. « Tu es sûr de l'avoir accroché » m'a-t-il demandé. Je l'ai fait. Je l'ai vérifié 2 fois. Nous avons bloqué la porte avec une chaise et une valise, essayant de retrouver un semblant de sécurité. Mais j'étais incapable de me détendre. La seule explication possible me hantait. Quelqu'un avait réussi à entrer. Peut-être pas cette nuit. Peut-être avant. Quelqu'un qui connaissait le lieu, qui savait comment contourner la sécurité, qui avait eu tout le temps nécessaire pour préparer ce moment. Nous étions restés éveillés presque toute la nuit, les nerfs à vif. Chaque craquement dans les murs, chaque grincement du parquet nous faisait sursauter. Le matin est arrivé sans que nous ayons dormi, et malgré l'envie de quitter immédiatement l'appartement, Taylor avait un match important ce jour-là. Il a insisté pour rester, juste une dernière nuit, avant de changer d'endroit. Je n'étais pas d'accord, mais j'ai cédé, à contre-cœur. Cette nuit-là, nous avons empilé des meubles contre la porte. Une chaise, une valise rigide, une petite table en bois. Pas vraiment un rempart, mais assez pour créer du bruit si quelqu'un essayait d'entrer à nouveau. On avait aussi pris un couteau de cuisine que j'ai gardé près du lit. Il était un peu plus de minuit quand ça s'est produit. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un tournait la poignée de la porte avec insistance. Pas furtivement, pas discrètement, avec force, comme s'il savait que nous étions là. La poignée tournait d'un côté, puis de l'autre. On a entendu le bruit sourd de la chaise qui glissait sous la pression, le cliquetis rapide de la serrure qui résistait. J'ai crié, sans réfléchir, un cri de panique pure, brutal. Taylor s'est levé d'un bond, attrapant le couteau, tandis que je courais jusqu'à la porte. Puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Silence. Plus aucun mouvement. Quand nous avons ouvert doucement la porte, le couloir était vide. Aucune trace de pas, aucun bruit de fuite. Mais sur le sol,
juste devant le paillasson, il y avait une fine ligne de poussière noire, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose, ou quelqu'un, dans le silence de la nuit. Et sur la serrure, nous avons vu des marques, de fines rayures métalliques autour du trou de la clé. Des outils avaient été utilisés. Ce n'était plus une simple frayeur. C'était une tentative réelle, méthodique, presque professionnelle. Nous avons quitté l'appartement au lever du jour, sans même nous retourner. J'ai à peine pris le temps de jeter mes affaires dans la valise. Taylor était déjà au téléphone avec Airbnb et les autorités locales. Mais bien sûr, il n'y avait aucune caméra dans les couloirs, aucun témoin, aucun moyen de prouver quoi que ce soit. L'hôte, contacté plus tard, a juré n'avoir donné les clés à personne d'autre. Il a suggéré que nous avions peut-être oublié de verrouiller correctement la porte. Je n'ai même pas répondu. Nous avons trouvé un hôtel dans un autre quartier, beaucoup plus sécurisé. Pourtant, même là, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit revenait sans cesse à cette chaîne disparue, à cette poignée qui tournait dans la nuit, à ce silence lourd juste après. Quelques jours plus tard, en essayant de tourner la page, je suis retourné sur l'annonce du Airbnb. Je voulais la signaler, laisser un commentaire. Et c'est là que je l'ai vue. Une des photos montrait le salon, vide, avec le miroir mural en arrière-plan. Mais dans le reflet, il y avait quelque chose. Quelqu'un. Une silhouette sombre, à peine visible, mais indiscutable. Elle ne correspondait à aucun des meubles, à aucune ombre naturelle. C'était une personne. Mon cœur s'est arrêté. J'ai zoomé plusieurs fois. La forme était floue, mais on distinguait une tête inclinée, comme si elle nous observait, comme si elle savait que nous allions venir. Je n'ai jamais su qui était cette personne. Je ne veux même pas l'imaginer. Mais depuis ce jour, je vérifie toutes les serrures, toutes les chaînes, tous les miroirs. Parce que je sais, désormais, qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans votre vie sans que vous les voyiez. Et qu'ils n'ont pas toujours besoin d'une clé. Je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit-là. Ce n'était pas un sommeil profond, réparateur. C'était agité, fragmenté, comme si mon corps refusait de se laisser aller complètement. Il faisait plus froid que prévu, et l'odeur métallique que j'avais sentie plus tôt semblait s'être intensifiée, me donnant l'impression de respirer quelque chose de rance, presque organique. À un moment, vers 3 heures du matin, je me souviens parce que j'ai regardé mon téléphone, j'ai entendu un bruit. Un bruit sourd, discret, venant de sous le lit. 3 coups, espacés, comme si quelqu'un bougeait en dessous. D'abord figé, je suis resté allongé, les yeux fixés au plafond, le cœur battant à toute vitesse. J'ai tendu l'oreille, retenant ma respiration. Rien, juste le silence. Puis un autre bruit, plus bref cette fois. Un frottement, comme un tissu qu'on traîne sur une surface rugueuse. J'ai allumé la lampe de chevet. La lumière jaune a révélé les murs nus, le plancher sans tapis, et cette étrange sensation que la pièce avait été habitée, mais pas de manière normale. Le genre d'occupation discrète, passagère, comme si quelqu'un avait été ici récemment, mais s'était appliqué à tout effacer. Je me suis penché, lentement, pour regarder sous le lit. Il faisait trop sombre. On ne voyait rien. J'ai hésité à utiliser la lampe torche de mon téléphone, mais je me suis ravisé. Une part de moi ne voulait pas savoir. J'ai essayé de me convaincre que le bruit venait peut-être de la tuyauterie ou d'un rongeur. Une vieille maison. En hiver, ça peut faire des sons étranges. Non, je me suis recouché, mais impossible de retrouver le sommeil. Mon dos me faisait mal, comme si j'avais dormi sur quelque chose de dur. Et mes bras me brûlaient. Le lendemain matin, en me levant, j'ai remarqué les marques. Des sortes de bleus, inexplicables, sur mes bras et mes côtes. Comme si j'avais été serré pendant la nuit. Pour tenue, j'ai pris une douche rapide, sans oser regarder mon reflet trop longtemps dans le miroir couvert de buée. Je ne voulais pas penser à cette nuit. Je voulais juste croire que j'étais fatigué, stressé, et que mon esprit me jouait des tours. Mais au fond, je le savais déjà, quelque chose clochait dans cette maison. Et plus précisément, dans ce lit. Le lendemain, je me suis réveillé avec une sensation de malaise profonde. Mes paupières étaient lourdes, comme si je n'avais dormi que quelques minutes, et pourtant, je savais que j'avais été allongé là pendant des heures. Le lit, ou ce que je croyais être un lit, grinçait à chaque petit mouvement, produisant un bruit métallique, sec, presque grinçant, qui résonnait dans le silence glacial de la chambre. J'ai roulé sur le côté, et une douleur sourde m'a traversé les côtes. En me redressant,
J'ai remarqué des marques violacées sur mes bras et sur ma hanche. Des ecchymoses nettes, comme si quelque chose m'avait pressé ou tenu pendant la nuit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai essayé de trouver une explication logique. Peut-être m'étais-je cogné dans mon sommeil. Peut-être que la structure du lit avait des barres métalliques sous le matelas. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Je me suis levé pour mieux inspecter la pièce. Tout semblait en ordre, comme la veille. Trop en ordre. Pas une trace de poussière, pas une seule empreinte sur le miroir, pas même une légère usure sur les meubles. On aurait dit une pièce témoin, pas un endroit réellement habité. J'ai marché vers la cuisine pour me préparer un café, mais même là, quelque chose n'allait pas. Le frigo était vide. Les placards aussi. Pas un seul ustensile personnel, pas de condiments, pas de vaisselle utilisée. C'était une coquille vide. En retournant dans la chambre, j'ai croisé mon reflet dans la glace. Mon visage avait l'air tiré, mes yeux étaient cernés. Mais ce qui m'a figé, c'est l'ombre, derrière moi, juste un instant, dans le coin de la pièce. Je me suis retourné brusquement. Rien. J'ai mis ça sur le compte de ma nervosité, mais l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Je me sentais observé, comme si la maison respirait, écoutait, mémorisait chacun de mes mouvements. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de regarder de plus près ce lit étrange. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas simplement un mauvais matelas ou une structure inconfortable. Non, c'était autre chose. Quelque chose de dissimulé. Quelque chose de volontairement caché sous ces draps trop bien tendus. Je suis retourné dans la chambre avec cette idée fixe en tête. Comprendre ce qui clochait avec ce lit. Il ne m'inspirait aucune confiance. Il y avait quelque chose d'artificiel dans sa manière de tenir debout, dans le bruit qu'il faisait, dans sa forme trop rigide. Je me suis agenouillé à côté et j'ai soulevé le drap. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas un lit. Sous l'édredon soigneusement posé, il n'y avait ni sommier, ni matelas. À la place, deux grandes tables pliantes en métal, du genre qu'on utilise dans des salles polyvalentes ou lors de pique-niques, placées côte à côte. Les pieds en aluminium grinçaient encore légèrement à mon moindre contact. Entre les deux tables, un espace avait été laissé vide, comme un petit compartiment rectangulaire creusé exprès au centre. Un faux matelas en mousse mince, trop mince, avait été posé dessus, recouvert d'un vieux drap épais pour masquer l'improvisation. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait hurler. C'est ce que j'ai trouvé entre les deux tables, dans ce petit espace creux dissimulé. Il y avait des cheveux, une touffe, enchevêtrée, brun foncé, accrochée à un ruban noir. Et puis une photo, froissée, en noir et blanc. Le visage d'une femme, prise de profil, endormie. Le genre de photo qu'on ne prend pas avec le consentement de la personne. Juste au-dessus, collé au rebord de la table avec du scotch jauni, une petite caméra minuscule, à peine visible, pointée vers le haut. Vers moi. Vers toutes celles qui avaient dormi ici avant moi. Mes mains tremblaient. Mon estomac s'est noué. Je me suis reculé brusquement, manquant de tomber en arrière. Le monde autour de moi semblait vaciller. Une question tournait en boucle dans mon esprit. Qui a dormi ici avant moi? Et où est-elle maintenant? Je me suis mise à fouiller frénétiquement la pièce. Sous le lit, derrière la commode, dans l'armoire. Et plus je cherchais, plus je découvrais des détails qui m'avaient échappé. Des griffures sur le mur près du sol, une tache brunâtre derrière le rideau, et ce tiroir du bureau, verrouillé. J'ai su, à cet instant, que je n'étais pas dans un simple Airbnb négligent. J'étais dans une mise en scène. Un décor monté pour piéger, pour observer, et peut-être pour quelque chose de bien pire. Je ne savais plus quoi faire. Mon souffle était court, mes mains moites, et mon instinct hurlait pour que je sorte de là immédiatement. Mais une autre partie de moi, plus tordue, avait besoin de comprendre jusqu'où cette mascarade allait. Pourquoi ce piège? Pourquoi ces objets sous le lit? Pourquoi cette photo? Je suis retourné vers le tiroir verrouillé du bureau. J'ai cherché quelque chose pour forcer la serrure, une lame de couteau dans la cuisine, un tournevis dans un placard du couloir. Étrangement, il y avait une trousse à outils rudimentaire posée derrière la machine à laver, comme si quelqu'un avait voulu me faciliter l'accès. Je suis revenu avec un petit tournevis plat, et après quelques tentatives tremblantes, j'ai réussi à faire sauter la serrure. Le tiroir s'est ouvert dans un petit craquement sinistre, révélant son contenu. À l'intérieur, plusieurs objets rangés de manière méticuleuse, des enveloppes, un téléphone ancien et un carnet noir. Les enveloppes étaient toutes adressées à des femmes. Différents noms.
Différentes villes. À l'intérieur de chacune, des impressions de réservation Airbnb, des horaires de vol et des photos. Toujours prises de haut. Toujours dans ce même lit. Le carnet, quant à lui, était un journal. Ou quelque chose qui y ressemblait. Des dates, des initiales, des notes cryptiques. Reste une nuit. Mouvement limité. Ne parle pas dans son sommeil. Silencieuse. Deuxième visite. Même comportement. Aucune réaction au bruit. Troisième, brisé. A réagi trop tôt. Déplacé. Ces mots m'ont noué la gorge. Déplacé? Qu'est-ce que ça voulait dire? Où étaient-elles allées? Et surtout, étais-je la suivante? J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que la plupart étaient floues, mais je m'en fichais. Je devais sortir. Immédiatement. Mais au moment où je me suis tourné vers la porte d'entrée, j'ai entendu le loquet. Lentement. Comme si quelqu'un, de l'autre côté, venait de le refermer. Mon cœur s'est arrêté. Le loquet venait de se refermer. Quelqu'un était là. Pas un bruit de pas. Pas un mot. Juste ce clic sec et définitif qui m'a paralysé pendant plusieurs secondes. Je me suis figé, incapable de respirer, fixant la porte comme si elle allait s'ouvrir d'un instant à l'autre. Rien. J'ai reculé lentement, sans détourner les yeux, jusqu'à ce que mon dos touche le mur du couloir. J'ai attrapé mon téléphone, mais le signal avait disparu. Aucun service. Aucune connexion Wi-Fi non plus. L'icône tournait en boucle, inutile. Le silence qui s'était abattu sur la maison était total. Trop total. Même les craquements habituels d'une vieille structure avaient cessé. Il n'y avait que moi et l'autre. Je me suis dirigé à pas feutrés vers la fenêtre du salon. Fermée. Clouée. Clouée de l'intérieur. Chaque sortie était verrouillée, piégée. C'était une prison déguisée en logement de vacances. Puis j'ai entendu quelque chose. Un souffle. Léger. Derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, le cœur prêt à exploser. Et là, debout dans le couloir, un homme. Silhouette mince, crâne rasé, habillé comme n'importe qui, mais son regard, il ne clignait pas. Il me regardait avec une sorte de calme glacial, les bras le long du corps, comme s'il m'observait depuis longtemps. Je ne lui ai pas laissé le temps de bouger. J'ai couru. J'ai foncé vers la salle de bain, la seule pièce avec une fenêtre accessible. J'ai attrapé la poubelle métallique et j'ai fracassé la vitre sans réfléchir. Le verre a explosé en éclats tranchants, me blessant au bras. J'ai passé la tête, puis le torse, me griffant, me déchirant, mais j'ai réussi à me hisser dehors. J'ai sauté dans le jardin arrière, atterrissant lourdement sur la terre gelée. J'ai couru, pieds nus, blessé, en larmes. J'ai trouvé une maison après ce qui m'a semblé une éternité. Une vieille dame m'a ouverte, paniquée en me voyant dans cet état. Elle a appelé la police. Ils ont fouillé la maison du Airbnb. Mais l'homme avait disparu. Et avec lui, toutes les preuves. Les tables pliantes, remplacées par un vrai lit. Les lettres, disparues. Le tiroir, vide. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Une autre touriste stressée qui avait mal dormi. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais qu'il est encore là, quelque part. À attendre la prochaine réservation. Nous avions rêvé de ces vacances pendant des mois. Après une période épuisante au travail, Mabel et moi avions décidé de fuir la routine et de passer quelques jours sur l'île de San Andrés, en Colombie. Le décor semblait parfait, plage paradisiaque, climat chaud, et surtout, un peu de calme pour nous et notre fille devant moi. Nous avions trouvé un petit appartement à louer sur un site de voyage. Les photos montraient un lieu modeste mais charmant, avec des murs blanchis à la chaux, des volets en bois, et une vue partielle sur la mer. Le prix était étonnamment bas, mais nous pensions avoir fait une bonne affaire. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, épuisés par le vol et le transfert en bateau. Le propriétaire nous avait laissé la clé sous le paillasson, comme promis. À l'intérieur, l'appartement semblait propre, bien que légèrement humide, comme si l'air y stagnait depuis plusieurs jours. La chambre de notre fille était minuscule, mais elle avait un petit berceau en osier et une fenêtre donnant sur une ruelle calme. Le plafond, en bois sombre, avec quelques taches d'humidité, mais rien qui nous ait semblé inquiétant à ce moment-là. Je me souviens avoir passé mes doigts sur une des poutres, qui semblait un peu friable. Je l'ai mentionné à Mabel, mais elle m'a simplement souri. C'est une vieille maison. Rien d'anormal, mon amour. Nous avons installé nos affaires, nourri la petite, et après une promenade rapide sur la plage voisine, nous sommes allés nous coucher. La première nuit fut silencieuse, à l'exception de quelques craquements dans le plafond,
typiques des vieilles charpentes en bois. Je les ai entendues, allongées dans l'obscurité, le regard fixé sur le plafond au-dessus de notre lit. Ça ressemblait presque à des pas, lents, discrets, comme si quelqu'un marchait pieds nus, là-haut. Mais il n'y avait pas d'étage. Du moins, c'est ce que je croyais. La deuxième nuit, quelque chose avait changé. Je me suis réveillé en sursaut, peu après 2 heures du matin. Un bruit sec, comme un objet lourd tombant sur du bois, m'avait tiré d'un sommeil agité. J'ai tendu l'oreille. Le silence était presque total, à l'exception d'un grincement, lent, prolongé, venant du plafond, juste au-dessus de la chambre de notre fille. Mon cœur s'est accéléré. Je me suis levé doucement, en essayant de ne pas réveiller ma belle. Je suis allé jusqu'à la porte de la chambre de la petite. Quand je l'ai entr'ouverte, une vague de froid m'a frappé, un courant d'air glacé s'infiltrait par la fenêtre, pourtant bien fermée. Notre fille dormait, mais elle avait le visage crispé, les poings serrés contre son torse. Elle gémissait, comme si elle luttait dans un cauchemar. Son berceau était placé directement sous une large poutre noire. J'ai levé les yeux vers le plafond. Cette fois, je l'ai bien vu. Une fissure s'était élargie, juste au-dessus du lit. Elle n'était pas là la veille. Autour, le bois semblait s'être affaissé, légèrement, comme si quelque chose de très lourd s'était déplacé sur cette partie du toit. J'ai posé ma main sur la fissure, sentant l'humidité froide du bois pourri. Puis, j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang. Un grattement, lent, presque hésitant, comme des ongles raclant le bois, juste au-dessus de moi. Je suis resté figé. J'étais sûr que ce n'était pas un animal. C'était trop régulier, trop intentionnel. Le lendemain matin, j'ai parlé à ma belle. Elle m'a regardé avec inquiétude, puis a avoué qu'elle avait entendu les mêmes bruits la veille, mais avait pensé que je marchais dans l'appartement. Elle avait aussi remarqué que notre fille s'était réveillée en pleurs plusieurs fois dans la nuit, les yeux fixés vers le plafond, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Quelque chose n'allait pas avec ce plafond. Et ce n'était pas juste une question de structure. Les nuits suivantes sont devenues un supplice. Chaque soir, les bruits revenaient, toujours à la même heure. 2 heures du matin, comme un rituel morbide. Ce n'était plus de simples craquements de bois. C'étaient des pas lents, lourds, qui traînaient sur le plafond. Parfois, je pouvais jurer entendre une respiration étouffée, comme si quelqu'un ou quelque chose retenait son souffle juste au-dessus de nous. Je ne dormais presque plus. Je restais allongé, les yeux ouverts, fixant l'obscurité, priant pour que le silence revienne. Mais il ne revenait jamais. Et chaque nuit, notre fille se mettait à pleurer, toujours à la même heure, les bras tendus vers le haut, comme si elle essayait de fuir quelque chose. Ma belle, de plus en plus inquiète, pensait à une sorte d'infection ou de cauchemar répétitif. Moi, je commençais à me demander s'il ne s'agissait pas de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond. Un soir, en inspectant les poutres à la lumière d'une lampe torche, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. De fines marques parallèles, gravées dans le bois, comme des griffures ou des entailles faites à la main. Elles n'étaient pas récentes. Le bois était usé, noirci autour des marques, comme si elles avaient été faites il y a des années, peut-être des décennies. Le jour suivant, j'ai essayé de contacter le propriétaire à plusieurs reprises, mais sans réponse. J'ai même envoyé des messages sur la plateforme de réservation, signalant l'état du plafond et les bruits inquiétants. Rien. Silence total. Alors, j'ai parlé avec une voisine, une femme âgée qui habitait juste en face. Quand je lui ai décrit l'appartement, elle a baissé les yeux. Elle m'a simplement dit « Ce lieu aurait dû rester fermé. Personne ne voulait y revenir après ce qu'il s'est passé là-haut. Ils n'ont jamais réparé. Ils ont juste repeint. » Je l'ai pressée de questions, mais elle s'est refermée aussitôt, comme si elle avait déjà trop dit. Ce soir-là, je suis rentré avec la gorge serrée. Il y avait quelque chose dans ce plafond. Pas un rat, pas un problème de structure. Non, quelque chose d'humain. Quelque chose qu'ils avaient tenté d'oublier. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. J'étais allongé sur le lit, la lampe de chevet allumée, les yeux fixés sur le plafond comme un animal traqué. Ma belle dormait d'un sommeil agité, et notre fille, pour une raison que je n'ai pas su expliquer, refusait de rester dans son berceau. Elle plairait dès qu'on lit grec posait, le regard rivé vers le haut, paniquée, comme si quelque chose l'attendait là. Alors ma belle l'a prise dans notre lit. C'est ce geste, si banal, qui a sauvé sa vie. Il était environ 2h45 du matin quand ça s'est produit. Un fracas assourdissant a déchiré la nuit. Le plafond a littéralement explosé au-dessus du berceau.
Des morceaux de bois pourri, de plâtre humide et de débris sont tombés avec violence, pulvérisant le petit lit d'osier en une pluie de fragments tranchants. Le bruit a été si brutal que j'ai cru qu'un arbre entier venait de traverser la maison. J'ai crié, ma belle a hurlé en serrant notre fille contre elle. Il y avait de la poussière partout, un nuage épais qui rendait la respiration difficile. Et une odeur insupportable. Une puanteur âcre, comme de la chair humide, du moisi, quelque chose de vieux et de mort. En m'approchant du tas de décombres, tremblant, j'ai voulu comprendre ce qui s'était effondré exactement. C'est alors que j'ai vu. Parmi les morceaux de bois brisés, il y avait autre chose. Quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là. Un os, court, jaunâtre, avec encore des fragments de tissu collés dessus. Et juste à côté, une touffe de cheveux bruns emmêlés dans des fils, comme un vieux cordon effiloché. Ce n'était pas une poutre. Ce n'était pas une simple charpente abîmée. C'était un vestige. Un reste. Un avertissement. Je suis resté là, paralysé, incapable de parler. Ma fille aurait été là. Quelques minutes plus tôt, elle aurait été là. Sous ce plafond. Sous cette horreur. Quelque chose ou quelqu'un avait été enfermé là-haut. Et maintenant, ce secret, littéralement, nous était tombé dessus. Les heures suivantes furent un flou angoissant de cris, de sirènes et de regards incrédules. Les pompiers et la police arrivèrent rapidement. Ils évacuèrent l'appartement et sécurisèrent la zone. Mais dès que j'ai montré ce que j'avais trouvé dans les décombres, l'os, les cheveux, les morceaux de corde, tout a changé. Ce n'était plus un simple accident domestique. C'était une scène de crime. Un inspecteur local, à l'air épuisé mais attentif, m'a interrogé en détail. Il semblait déjà connaître l'endroit. Et plus je parlais, plus son visage se refermait. Finalement, après un long silence, il m'a confié quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû dire. Cet appartement, il y a eu une disparition ici, il y a une vingtaine d'années. Une femme et sa petite fille. Portées disparues, jamais retrouvées. Le propriétaire de l'époque a prétendu qu'elles étaient parties du jour au lendemain. Il y a eu une enquête, mais rien de concluant. Peu de preuves. Il m'a fixé, les yeux sombres. Vous êtes peut-être tombé sur ce qu'il restait d'elle. Les jours suivants, nous avons été logés ailleurs par les autorités. Je ne dormais plus. Je ne mangeais presque pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le berceau réduit en miettes, et j'entendais à nouveau ce grattement lent dans le plafond. J'ai continué à suivre l'enquête à distance. Les experts ont confirmé que l'os appartenait à un enfant en bas âge. Les autres fragments retrouvés dans le plafond étaient en état avancé de décomposition, comme s'ils avaient été là, cachés dans un espace entre les poutres, depuis des années. Personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé, ni comment les corps sont arrivés là. Le plus étrange, l'ancienne trappe menant à un petit grenier avait été scellée, camouflée derrière une couche de peinture et de plâtre. Une cachette intentionnelle. Avant de quitter l'île, j'ai croisé à nouveau la vieille voisine. Elle m'a regardé longuement, puis a murmuré. « Vous avez réveillé quelque chose qu'ils avaient tenté d'oublier. » Je pense à ça tous les jours. À ce plafond. À cette présence. À ce cri silencieux qui a traversé les années, enfermé juste au-dessus de nos têtes. Et je me demande, et si nous n'étions pas arrivés là par hasard? Je suis humoriste à New York, et comme je voyage souvent pour mes spectacles, j'ai pris l'habitude de louer mon appartement sur Airbnb lorsque je suis en déplacement. Je n'avais jamais eu de problème. Jamais. Mon petit studio dans l'Upper West Side était modeste, mais bien situé. Je faisais toujours attention à qui je louais, je lisais les avis, je vérifiais les profils, je faisais confiance à mon instinct. Cette fois-là, un homme du nom de David m'avait contacté. Profil propre, photo floue mais rien d'inquiétant, quelques évaluations positives. Il disait venir à New York pour quelques jours de repos et voulait un endroit tranquille pour se détendre. Je n'ai pas posé de questions. L'argent était bon, les dates collaient parfaitement avec mon voyage à Boston. J'ai accepté. 3 jours plus tard, alors que j'étais dans ma loge en train de répéter mon texte, j'ai reçu un message d'un voisin. Puis un deuxième. Puis un troisième. Tous me demandaient si j'étais au courant de la fête dans mon appartement. J'ai froncé les sourcils, perplexe. Une fête? David avait dit qu'il était seul. J'ai tenté de l'appeler. Pas de réponse. Puis, 1 heure plus tard, quelqu'un m'a envoyé un lien sur Facebook. C'était un événement public. Titre, XXX Freak Fest. L'adresse exacte de mon appartement figurait sur la bannière. Les commentaires défilaient. On se retrouve à minuit. Préparez-vous à la nuit la plus sauvage de votre vie.
Apportez ce que vous avez de plus bizarre. Je suis resté figé. Mon appartement était devenu... Quoi? Une boîte de nuit clandestine? Un lieu d'orgie? Je n'arrivais pas à y croire. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose de bien plus étrange m'attendait là-bas. J'ai pris le premier train pour New York le lendemain matin. Je n'ai presque pas dormi. Tout le long du trajet, je regardais les photos de l'événement publiées sur les réseaux sociaux. Certaines montraient des gens déguisés, masqués, torse nus, collés les uns aux autres dans un éclairage rougeâtre. D'autres étaient floues, prises à l'intérieur de ce qui ressemblait à mon salon. Le tapis beige, le canapé bleu, le lampadaire Ikea dans le coin. Mon espace. Quand je suis arrivé à mon immeuble, j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Le couloir du 4e étage empestait l'alcool et la sueur. Il y avait des taches sombres sur les murs, des mégots écrasés sur le sol, du plastique froissé, des gobelets rouges jetés un peu partout. Ma porte n'était pas verrouillée. Elle était entr'ouverte. Je suis entré. Et j'ai eu un haut le cœur. Le sol était recouvert de détritus, vêtements déchirés, emballages de préservatifs, bouteilles cassées, morceaux de verre. Mes coussins étaient lacérés, des taches sombres, peut-être du vin, peut-être autre chose, couvraient les murs. Le matelas avait été déplacé au centre de la pièce. Mon micro-ondes était ouvert, rempli de cendres. Mon miroir était brisé. Mais le pire, ce n'était pas ça. C'était cette sensation d'invasion, d'intimité violée. Chaque objet qui avait été déplacé semblait me hurler qu'on avait tout pris de moi. Ce n'était plus chez moi. C'était devenu un lieu froid, étranger, sale. Et puis, dans un coin du plafond, juste au-dessus du placard, il y avait une petite caméra, à peine visible, pointée vers le lit. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Ce n'était pas à moi. Je me suis approché de la caméra, le cœur battant. Elle était fixée à l'aide d'un ruban adhésif noir, dissimulé derrière une vieille plante artificielle que je gardais dans un coin par habitude. Je l'ai détachée doucement, les mains moites. Elle était encore chaude. Elle avait filmé récemment. Dans la chambre, parmi le chaos, je me suis mis à chercher d'autres objets laissés par les intrus. C'est là, en soulevant un coussin éventré, que je suis tombé sur un disque dur externe. Aucun câble, aucun boîtier. Juste ça, noir, poussiéreux, sans étiquette. Je ne savais pas si je devais l'ouvrir. Une partie de moi me hurlait de le jeter, de ne pas y toucher. Mais une autre avait besoin de savoir. Je l'ai branché à mon ordinateur, en retenant mon souffle. Il y avait 4 vidéos, toutes datées du soir de la XXX Freak Fest. La première montrait des gens entrant par groupe, certains en tenue de latex, d'autres à moitié nus, tous masqués. Ils riaient, dansaient, buvaient, faisaient des choses que je ne décrirai pas. Ma lampe de chevet avait été couverte d'un tissu rouge, donnant à la pièce une lueur infernale. On entendait de la musique industrielle à fond, des cris, parfois des rires trop aigus pour être humains. La deuxième vidéo montrait un homme encapuchonné, immobile au milieu de la pièce. Il ne bougeait pas, ne parlait pas. Il regardait simplement la caméra, pendant plus de 20 minutes, comme s'il savait qu'un jour je verrais ça. Dans la troisième vidéo, la caméra tremblait. Elle semblait être tenue à la main. On avançait lentement vers la salle de bain. Quelqu'un ouvrait la porte. À l'intérieur, la lumière clignotait. Et dans la baignoire, il y avait une silhouette. Nue, immobile, le visage couvert d'un masque en plastique fondu. On ne pouvait pas savoir si c'était un jeu ou un corps. Je n'ai pas pu regarder la 4e vidéo. J'ai fermé l'ordinateur. Le disque dur est toujours là, sous mon lit. Et parfois, j'ai l'impression qu'il vibre tout seul. Les jours suivants ont été un enfer. J'ai tenté de contacter Airbnb, de leur expliquer ce qui s'était passé, de leur montrer les photos, les vidéos. Ils m'ont envoyé un message automatisé, puis un autre plus froid, m'invitant à résoudre le conflit directement avec le locataire. J'ai aussi porté plainte à la police. On a pris ma déposition. Un jeune officier m'a écouté, l'air distrait, hochant la tête de temps en temps. Je lui ai montré les vidéos. Il m'a dit que sans preuve formelle de crime, sans visage identifiable, sans plainte de voisins, sans victime avérée, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et c'est là que les choses ont empiré. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé un petit mot glissé sous la porte. Il n'était pas signé. Juste 3 mots, écrits à la main. Tu fais partie. Le lendemain, une notification étrange est apparue sur mon téléphone. Une photo. Moi, en train de dormir. Prise de l'extérieur, à travers la fenêtre de ma chambre. Je vis au 4e étage. J'ai changé les serrures.
3 fois. J'ai installé une alarme, une caméra de surveillance. Mais des choses continuaient à se produire. Des objets déplacés, des traces de pas humides dans le couloir, alors qu'il ne pleuvait pas. Un matin, ma télévision s'est allumée toute seule, affichant une seule image, un masque blanc, celui que j'avais vu dans la baignoire. Je ne dormais plus. Je n'étais plus chez moi. Mon propre appartement me rejetait. Il était hanté, pas par des fantômes, non, mais par quelque chose de bien pire, des gens, réels, organisés et invisibles. Je n'ai pas lâché l'affaire. J'avais besoin de réponses, même si une partie de moi regrettait déjà d'avoir ouvert cette porte. J'ai commencé à creuser plus profondément dans le profil Airbnb de David. L'adresse email était cryptée. Le numéro de téléphone, inexistant. En fouillant dans les métadonnées d'un des fichiers vidéo, j'ai trouvé un nom de dossier étrange. mkreservefest.03. Une recherche rapide m'a mené à un forum caché, accessible uniquement via Tor. C'était un site discret, sans interface moderne, uniquement du texte brut. Un fil de discussion m'a glacé le sang. Lieu disponible pour cérémonies urbaines sécurisées, discret, ambiance garantie. Mon adresse figurait dans la liste. En face, une date, celle de la Freakfest. J'ai compris que ce n'était pas une fête improvisée. C'était une sorte de rituel. Quelque chose de planifié, structuré, répété. Et j'avais offert mon appartement sans le savoir. Puis, il y a eu ce dernier détail. Une notification sur Airbnb, une nouvelle réservation, acceptée automatiquement à cause des anciens paramètres que je n'avais jamais désactivés. Le nom du locataire, Freakfest-Return. Pas de photo, pas de message. Juste une réservation pour 3 nuits. Ce soir-là, j'ai dormi à l'hôtel. Mais en passant devant mon immeuble, j'ai levé les yeux. La lumière de ma chambre était allumée. Je suis le seul à avoir la clé. Du moins, c'est ce que je croyais.